Mais en fait, ça paraît un peu anecdotique tout ce qu'on dit là, mais c'est quand je dis que c'est vertigineux, c'est que, enfin, en tout cas, moi, dans cet épisode, dans cet échange avec toi, Yann, je comprends très bien la profondeur de ce que l'LM ne comprend pas, en fait. Et ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on dit là, c'est que il est peut-être pas exclu pour toi que j'ai pas dans 2 ans tu l'abandonnes parce que vous disiez en fait ça marchera pas, c'est pas la bonne voie. C'est ça la recherche. C'est possible. En fait, l'histoire de l'IA est jonchée de cadavres d'idées de ce type-là, où les gens se sont dit bon, c'est comme ça qu'il faut faire, on va poursuivre cette approche. Et puis ils se sont aperçus au bout de quelques années que en fait ça menait à une espèce de mur de pierre qu'on ne pouvait pas franchir. Une histoire intéressante dans l'histoire de l'IA, donc dans les premières années de l'IA, dans les années 50, 2 chercheurs qui sont des pionniers de l'IA, Newell et Simon, Herbert Simon et Alan Newell, qui étaient à l'université Carnegie Mellon, ont proposé une méthode qu'ils appelaient, en toute modestie, le General Problem Solver, donc le solutionneur de problèmes général. Et ils ont dit, c'est très simple, n'importe quel problème de raisonnement, en fait, peut être formulé comme un problème de recherche d'une solution du problème. Donc, sinon, une bonne manière par programme de caractériser si un problème était résolu ou pas. Est-ce que vous avez gagné aux échecs? Est-ce que vous avez trouvé le plus court chemin d'une ville à une autre, etc. Tout ça, ça peut se réduire à un problème de recherche d'une solution dans un espace de solution. Et à partir du moment où il y a une caractérisation de la solution, il suffit de rechercher la configuration qui satisfasse à l'objectif. Et donc, dans la mesure où on peut formuler n'importe quel problème de ce type-là, on peut juste écrire un programme qui va utiliser des heuristiques différentes pour résoudre des problèmes différents. Mais à la fin, c'est tous des variations de la même chose. Donc, ils ont écrit ce programme. Puis, ils se sont dit, avec ça, on va résoudre tous les problèmes. Ce qu'ils n'avaient pas encore compris, c'est que d'abord, formuler un problème de cette manière-là, c'est pas toujours très simple. Et que deuxièmement, certains problèmes nécessitent justement une quantité de connaissances a priori qui est assez importante et qui est très difficile à formuler. Troisièmement, que la plupart des problèmes en fait nécessitaient des heuristiques de recherche de solutions spécifiques pour chaque problème. Et donc, c'était pas du tout général. Et puis surtout, le gros problème, c'est que la plupart des problèmes intéressants sont exponentielles, c'est-à-dire la complexité de calcul qu'on doit passer croît exponentiellement avec la complexité du problème. Et donc ça veut dire que la plupart des problèmes intéressants sont complètement insolubles et intractables, et ça a donné lieu en fait à l'apparition de la théorie de la complexité en calcul, etc., qui sont les bases de l'informatique théorique. Donc voilà, donc ils se sont heurtés à un mur, et donc bon, ça s'est un petit peu arrêté. Et puis, simultanément, il y avait des gens qui travaillaient sur justement des machines capables d'apprentissage, qu'on appelle perceptrons à l'époque, et puis d'autres. Et puis, ils se sont aperçus aussi, au milieu des années 60, que c'était très limité. On ne pouvait pas faire des choses vraiment intéressantes avec, parce qu'on ne pouvait pas entraîner des réseaux de neurones à plusieurs couches. Ça, c'est venu que dans le milieu des années 80. C'est ce qu'on appelle le deep learning maintenant. Ok. Et puis d'autres vagues d'intérêt dans les années 80, les gens ont construit ce qu'on appelait des systèmes experts, donc des systèmes capables de raisonnement logique. Mais le problème de ça, c'est qu'il faut spécifier toutes les connaissances a priori pour que le système soit capable de faire ce raisonnement, les règles de raisonnement, etc. Mais bon, il y a eu une grande mode, un gros engouement au début des années 80 là-dessus. Le Japon a démarré un gros programme qui s'appelait ordinateur 5e génération. On allait construire des ordinateurs spécialisés qui allaient pouvoir faire tourner des systèmes experts, etc., etc. Échec total. Il y a une industrie qui s'est construite autour de ça, qui a construit des outils qui sont utilisés un peu partout maintenant, mais on n'a plus la prétention de construire des machines intelligentes avec ce genre de modèle. Et puis ensuite, simultanément, aussi une vague d'intérêt pour les réseaux de neurones multicouches, parce qu'on avait trouvé une méthode qui s'appelle la rétropropagation de gradient pour entraîner des systèmes multicouches, ce qu'on ne savait pas faire dans les années 60. Et donc ça a ouvert toute une communauté qui a commencé à travailler là-dessus. Et puis au bout de 10 ans, dans le milieu des années 90, c'est un peu tombé en désuétude parce que ces systèmes-là étaient difficiles à faire marcher, les ordinateurs n'étaient pas puissants, on n'avait pas beaucoup de sources de données, etc. C'était avant l'Internet. Et ces techniques-là sont réapparues, c'est ce qu'on appelle le deep learning maintenant, mais ça a pris 15 ans.
Donc ce sont des vagues après vagues, après vagues, après vagues. Toi, t'en as surfé quelques-unes finalement. Bah oui, finalement. Et donc des vagues où on se dit, ça y est, maintenant on a trouvé le secret de l'intelligence. D'ici 10 ans, on aura des machines aussi intelligentes que les humains. Et puis on s'aperçoit que finalement, ces techniques sont limitées. Alors, donc les LLMs font partie de ça aussi. Il y a une vague d'intérêt maintenant donc, qui va retomber. On va s'apercevoir de leurs limitations. On s'en est aperçu déjà. Et puis la question, c'est on travaille sur la prochaine vague. Est-ce que ce que tu me dis là, c'est pas débattu? C'est-à-dire que sur le LLM, notamment quand on voit les millions investis un peu partout, les milliards, pardon, investis. Dizaines de milliards. Dizaines de milliards. Alors, il y a probablement, je le disais, du fait que beaucoup de gens l'utilisent et réfléchissent autour des cas d'usage qui vont être intéressants par le LLM, mais le fait que l'intelligence artificielle générale, je crois que tu n'aimes pas trop ce terme, mais peu importe, ou voilà, arrive par le LLM, tout le monde est d'accord, ce ne sera pas le cas. Alors non, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des questions un petit peu philosophiques derrière, donc des philosophes qui travaillent sur... philosophie de la connaissance, etc., l'épistémologie et autres, ou les questions de la conscience, qui disent peut-être qu'on peut construire un système intelligent entraîné purement sur le texte. On n'a peut-être pas besoin d'entrée sensorielle, disons, comme la vision, pour construire un système intelligent. Mais c'est une question conceptuelle, même philosophique, assez intéressante. Dans le domaine, tous les gens qui viennent de l'IA par l'intermédiaire de la vision, la reconnaissance de la parole, sont tous absolument convaincus que les LLM sont insuffisants et on ne pourra pas arriver à l'intelligence humaine sans avoir une sorte de perception sensorielle, disons. Par contre, les gens qui viennent du traitement de la langue ou des linguistes, eux donnent beaucoup d'importance à la langue et pensent peut-être que c'est tout ce dont on a besoin. Certaines personnes disent oui, mais en fait on peut traiter les images comme la langue, ça marchera, etc. Bon, il y a eu des expériences là-dessus qui n'ont pas très bien marché, moi j'y crois pas du tout. On a même des projets à faire qu'on a arrêtés en fait parce que c'était un petit peu dans cette direction-là et on pense que ça marche pas. On a des projets aussi justement d'entraînement de systèmes d'autosupervision par reconstruction en utilisant des modèles génératifs. Donc dans lequel on prend une image, on fait une corruption, une transformation de l'image ou une vidéo et on entraîne le système à reconstruire ce qui manque dans l'image. Et on a arrêté aussi parce que ça marche pas bien. Pour se refocaliser justement sur ces architectures de joint embedding, les JEPA, parce qu'on a beaucoup de données expérimentales qui montrent que l'apprentissage autosupervisé avec du joint embedding, ça marche bien. On peut apprendre des belles représentations. Il y a un projet d'ailleurs qui sort de Faire Paris, qui s'appelle Dino, qui est utilisé par beaucoup de gens, qui permet en fait d'encoder des images, quelle que soit l'utilisation qu'on veut en faire. Si on veut faire la reconnaissance d'objets, de l'analyse d'image médicale, on avait un projet même en collaboration avec des gens en externe, dans lequel on prenait donc c'était dirigé par Camille Coupry à Faire Paris. On prend des images satellitaires du monde entier. Et ce qu'on voudrait, c'est pouvoir estimer la hauteur de la canopée des arbres. Parce que ça permettrait d'estimer la quantité de carbone qui est capturée en fait dans la végétation. Et pour certaines régions du monde, on a l'information de la hauteur de la canopée parce que des avions sont passés avec des radars, etc. Donc on a l'information. Donc on entraîne un système de vision artificielle à prédire la hauteur de la canopée. On n'a pas assez de données pour entraîner un système complet, donc on fait passer les images à travers ce système d'extraction de caractéristiques qui s'appelle Dino. Et ensuite, on entraîne un petit réseau de neurones dessus à prédire la hauteur de la canopée à partir de ces représentations. Et ensuite, on peut l'appliquer à la Terre entière et avoir une estimation de la totalité du carbone capturé dans la végétation dans le monde entier. Et donc voilà, c'est un exemple d'utilisation de l'IA pour l'étude du climat.